Bienvenue à vous tous et merci de suivre Télé 50 en ce net moment. Nous allons nous intéresser au secteur culturel, un secteur quasiment abandonné en République démocratique du Congo. Est-il réellement abandonné? Eh bien, on va essayer d'en parler, on va essayer de répondre à cette question avec un invité spécial. Il s'agit de Dédé Moupassa. Il est député national, mais également opérateur culturel. Mais je vous reçois ici beaucoup plus en qualité d'opérateur culturel. Bonjour. Bonjour, mais c'est des qualités qui ne se détachent pas. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On y reste opérateur culturel parce qu'on a l'amour du culturel et au même moment aussi, on est examinateur de loi. Comme on dit, quelqu'un qui doit voter des lois et contrôler le gouvernement, dont on appelle les députés. Voilà. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, félicitations parce que vous êtes réélu. Merci. Merci à vous et merci à tous ces téléspectateurs, hier électeurs et aujourd'hui population à qui nous avons la charge de répondre à les hydratants. Alors, avant l'entrée en matière, je voudrais que vous puissiez quand même nous dire, parce que vous avez participé à la récente législature, vous avez participé aux différentes activités législatives au niveau de l'Assemblée nationale. Avez-vous le sentiment aujourd'hui d'avoir accompli votre mission en tant que député national? Non, mais d'abord, d'une manière générale, la mission étatique ne s'accomplit pas par mandat. On fait ce qui est faisable. Chaque jour de l'existence, c'est améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Mais en ce qui concerne les engagements qu'on a pris pendant toute une législature, je dois avouer qu'on en a connu de l'expérience la plus grave ou difficile des législatures, dont on a évité la Covid, qui nous a pris pratiquement 2 ans, 1 année et demie. Et il y a encore cet imbroglio qui s'est invité aussi entre le mariage FCC-Cash. Ça n'a pas permis de directives politiques cohérentes en ce qui concernait la position du Parlement ou de l'Assemblée nationale et agir comme député. Hier, majorité, après opposition, après donc, tout ça, et avec un chef de l'État qui a une vision à la hauteur, mais qui ne pouvait pas suivre au niveau de l'Assemblée. Mais les 2 ans finissant nous ont permis quand même à faire un travail et où on était dans la soif. Je pense que c'est comme cela que l'opinion ou la population nous a accordé cette chance pour dire terminez ce que vous avez commencé. Donc, je me dis pour ça, au moins, sur le plan de loi, c'est vrai qu'au Parlement, le travail n'est pas que les jours de vote en plénière où tout le monde voit qui dit oui, qui dit non. Et d'ailleurs, même le vote est sacré. Le vote, c'est une opération qui se passe avec consultation préalable. Parce que le fait de dire oui ou de dire non, vous engagez de milliers de Congolais dans ces régimes déclaratifs, dans ces régimes démocratiques où la notion de gouvernance du peuple par le peuple, au travers le délégué que le peuple envoie au palais du peuple, donc la signification de ces oui, de ces non au Parlement, c'est un engagement qu'on donne vis-à-vis de la population. Alors on est resté beaucoup plus sur les lois, quand même dans les 2 ans, et le grand des travaux, c'est dans les commissions. Effectivement, dans ma commission, je me suis senti à l'aise pour le travail accompli. Quelques programmations qu'on a fait, on a atteint plus de 60%, et ça fait une satisfaction quand même pour la commission, pour le Parlement, disons l'Assemblée et pour moi-même. Mais je suis désolé de constater que la deuxième mission n'était pas prise en compte. C'est la mission de contrôle. On n'a pas suffisamment contrôlé. Pourquoi? Et bon, ça c'est la programmation. Qu'est-ce qui a empêché le contrôle? C'est votre rôle. Oui, c'est la programmation du bureau, la manière dont le bureau a orienté les choses. On avait de moins en moins de contrôle. Ou le contrôle qu'on a mis en place n'a pas abouti. Ou alors qu'on a commencé, le bureau n'a pas accompagné. Faute de moyens, on devait aller à l'intérieur du pays, ou quand on est à l'intérieur du pays, il y a toujours des crocs à jambes pour découvrir tel élément. De ce côté-là, j'estime
qu'on n'a pas pu faire un bon travail, mais il y a toujours possibilité d'améliorer. Maintenant, là, qu'on a encore la chance d'y revenir. Alors, votre mandat a été renouvelé par le peuple. Ça signifie que le peuple continue de vous faire confiance. Mais comment est-ce que vous entendez cette fois-ci mieux défendre sa cause, la cause du peuple, qui vous a encore une fois donné mandat? D'abord, on s'est fixé des objectifs sur le travail que je suis appelé à faire. Parce qu'il y a eu beaucoup de confusion dans la période électorale. Les gens ne vident pas la période électorale. Tout ce que vous prononcez pendant la campagne électorale vous rattrape dans ce que vous devez faire comme travail. Et très souvent, ça ne collabore pas directement, quand bien même c'est une mission indirecte. Quand je dis mission indirecte, c'est que j'ai de la matière à donner au gouvernement, j'ai le contrôle à faire si la matière que je ramène est faite d'une manière recommandée par la loi, bien sûr, au bénéfice de ma population, au bénéfice des Congolais, si je peux dire ainsi. Alors, si cela n'est pas fait, je dois sanctionner. Et ça, je peux m'engager lors de campagnes électorales de ce que je peux faire. Mais ce n'est pas à moi de le faire directement. Et ça, ça rhume, si je peux dire ainsi, aux besoins de moyens disponibles et de l'engagement du gouvernement. Et très souvent, ça ne répond pas et ça montre, ça donne comme l'impression, nous nous engageons pendant le moment de campagne électorale pour ne rien faire à la fin. Alors, mais cette fois-là, je pense que c'est les correctifs qu'on a portés sur nos engagements qu'on a de faire pour orienter. Maintenant, là, on prépare l'accueil du programme du Premier ministre désigné, mais qui fait partie d'un engagement des élus. Qui ne peut se faire que si il y a un bureau définitif, ce qui n'est pas encore le cas. Oui, ça c'est procédural. Mais déjà, le Premier ministre est là, il peut consulter pour mettre en place son gouvernement. La matière qui va composer son opérationnalité, sa gouvernance doit être déjà là, selon que le président de la République a pris des engagements lors de campagne électorale. Il a défini son programme sur les 6 axes. Je pense qu'il est nécessaire pour le Premier ministre d'incorporer les besoins des députés. Et là, je le conseille, peut-être c'est une question qui va venir après, de recevoir par caucus provincial les députés qui vont préparer leur cahier de charges avant de venir au Palais du Peuple. Il pourra incorporer peut-être les éléments qu'il n'a pas pu mettre dans son programme. On peut le relever, vous savez, un petit truc de rien du tout qui manque, qui fait des dégâts. National numéro 1, passe par le Kwango. Il y a la rivière Kwango. Le pont est menacé. Vous aviez vu sur la télévision. Effectivement. Le pont là est menacé. Vous arrivez au niveau de Kikwit. Le pont de Kikwit vieillissant est menacé. Les deux choses là, si on ne met pas ça dans le programme, c'est vrai que nous allons faillir comme députés, qu'on n'a pas programmé cela, mais en attendant, le gouvernement paiera plus cher quand la population va acheter des biens qui vont venir soit de Kinshasa vers l'intérêt du pays, ou le besoin de biens qui vont venir de l'intérêt du pays pour venir à Kinshasa, ça va créer des crises, donc, il y a des ruptures. La nécessité de... Alors moi, je conseille que c'est le moment de recevoir des caucus et que les caucus se préparent, comme surtout nous, les caucus de la majorité. Nous avons la matière à participer et à accompagner le président de la République en donnant ce genre d'éléments. Alors, quels sont, selon vous, les enjeux de l'actuelle législature? Vous êtes député national. Votre rôle, c'est de légiférer et de contrôler, justement, l'exécutif national. Quels sont, selon vous, les grands enjeux politiques, on va dire, de cette législature? Les grands enjeux, c'est toujours le problème que connaît le Congo. On doit donner des réponses le plus rapidement. La cohésion nationale, c'est un problème. Qui appelle la cohésion nationale, c'est finir l'insécurité qui règne. Ça, c'est un préalable. Ça devient un casse-tête. Vraiment, on doit finir ces problèmes d'insécurité interne, avec des groupes armés qui se forment à gauche-droite. Moi, j'appelle ça de bandits, de petits pilleurs à gauche, à droite. Et externe, avec l'univers du monde contre nous. Vous voyez, quand je dis ça, je ne vois pas que le marionnette des pays frontaliers, je vais citer ici le Rwanda, Ouganda et tous les autres qui se cachent derrière. Je voudrais vous prendre au mot. Ça, c'est un problème délicat. Oui. On doit mettre fin à cela. Je voudrais vous prendre au mot, parce que vous êtes du Grand Bandundu. On a appris que le conflit entre Teke et Aka avait abouti à
à un accord. Les différents acteurs ont signé devant le chef de l'État un accord pour mettre fin aux hostilités. Mais il semble qu'il y a eu des tueries. Vous confirmez cela? Je ne confirme pas parce que je n'ai pas assez de détails. J'ai suivi comme tout le monde. Mais en ce qui concerne le président de la République, j'ai vu moi-même nos chefs coutumiers qui ont été autour du président de la République. Et c'est une énième négociation où, main tendue du président, l'appel du chef au calme, c'est des efforts qu'il est en train de faire. Mais pour autant que ça touche au problème primordial. Est-ce que ce problème-là est vraiment Téké, Oumbu et tout ça, les gens qui ont vécu des années ensemble? Alors, moi je pense que les services d'intelligence doivent travailler. Et beaucoup plus pour dénicher parce que, voilà, cette histoire n'arrive que quand on lance la vente des blocs pétroliers. Et dans les blocs pétroliers, il est décrit tout au long de Kwamount le meilleur bloc pétrolier. Alors, depuis qu'on a annoncé cela, maintenant un petit problème foncier, des taxes qui surgit, qui persiste, qui donne des tueries et qui sépare des communautés. Mais des années durant, on n'a jamais vécu ça. Je pense que donc la crise demeure. Il faudra qu'on vit de cela. C'est parmi le problème d'insécurité dont le gouvernement a la charge, sous le leadership du président de la République, au travers le Premier ministre et les services spécialisés, de mettre fin à cela. Nous avons besoin de la cohésion nationale, nous avons besoin de la sécurisation et la sécurité. Là, c'est parmi les enjeux, des enjeux oui, allez-y. Pour lancer les grands défis, c'est le développement. Transformer la pauvreté à la richesse. Ça, on en a besoin. C'est cette transformation qui va appeler au travail, qui va créer du travail, qui va donner des opportunités de travail. Et c'est dans la sécurisation que les capitaux vont venir dans ces pays pour transformer les différents domaines qui restent encore inertes, qui nous regardent sans être exploités. On a des ressources à tous les niveaux, même les ressources immatérielles. Est-ce que personnellement, vous avez des leçons que vous avez pu tirer des récentes échéances électorales? Il y a eu la présidentielle, les élections générales, on va dire. On a voté également pour des députés nationaux et provinciaux, mais également pour le président de la République. Est-ce que personnellement, vous en avez tiré quelques leçons? Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans la suite, dans la foulée? Dans l'ensemble, j'attends le rapport des observateurs de partout qui sont venus parce qu'ils avaient l'œil un peu partout. Mais moi, ce qui me concerne, sur ce que je fais comme travail, j'ai beaucoup amélioré. Ce qui a fait que j'ai même augmenté en nombre des électeurs. J'ai vraiment ciblé ce qu'il fallait. Et je fais accepter le président de la République et sur le travail, dans une région qui était sceptique, qui ne l'acceptait pas du tout. Hein, et par le fait que j'ai eu le pasteur Ngalassi, qui est de mon village, pratiquement, de ma région du village et tout. Et il y a eu l'ancien candidat Fayoulou, il y a eu Mouzito comme candidat dans la région. Ce n'était pas facile. Et que le travail sur terrain ne donnait pas des résultats qu'il faut, les problèmes de routes, les problèmes d'eau, les problèmes de santé et tout le reste. Donc c'était difficile de faire recevoir ou faire accepter le président de la République. Mais ça s'est passé par le fait qu'on a pris l'engagement pour dire donner encore confiance, ça sera amélioré. Parce que sur place, voilà les programmes de 145 territoires qui commencent déjà. Et ça va vous atteindre avec tel élément. Voilà que la volonté du président de la République d'aller de l'avant et de vous prendre en compte et sur ça, et que c'est le pouvoir qui gère, qui peut vous transformer, qui peut vous donner ce dont vous avez besoin, et non pas l'opposition. Et le pouvoir, c'est ce qui gagne. Regarde le tableau, c'est celui-là qui va gagner. Et quel est votre jugement personnel sur le travail qu'a produit la CENI durant la période électorale? Je vous l'ai dit, moi j'étais concentré sur mon travail. On va dire que j'étais concentré sur polémique. J'étais concentré sur mon travail. Oui. Personnellement, j'étais concentré sur mon travail. Ça m'a donné un bon résultat. J'ai amélioré ma cote. Le chef de l'État a été accepté dans ma circonscription et dans la campagne que j'ai menée. Et pour le reste, on attend le rapport des observateurs pour donner des cas. On a parlé de cas de machines volées à gauche, de bourrage à droite, ainsi de suite. Ça, c'est des rapports que moi, de mes yeux, je n'ai pas vécu, mais au moins,
on a suivi comme tout le monde. Je crois que On attend le rapport quelques observateurs avaient quand même si c'est pas tout le monde, avaient quand même rendu public leur rapport, hein, on va dire un rapport positif par rapport au travail fait par la CENI. Alors, on va très vite aborder la thématique du jour. République démocratique du Congo, comment booster le secteur culturel? Quel regard avez-vous en tant qu'opérateur culturel sur le secteur culturel en RDC? Nous pouvons dire que le secteur culturel dépend du secteur économique. Pourquoi? Parce que dans le secteur culturel, ce sont des activités, la plupart accessoires à la vie économique ou qui suit après. Parce que nous, on n'a pas encore défini le cadre productif du domaine culturel. Nous sommes, qu'est-ce que vous entendez par cadre productif? Quand vous lisez l'histoire de tout ce qu'il y a comme domaine culturel chez nous, on n'a pas encore donné une production financière, si je peux dire. Une production qui crée de la richesse. On le met dans une catégorie d'une production qui encadre, c'est pour pérenniser une identité, pour pérenniser des besoins de consommation des uns des autres, pour être ce que nous sommes, d'une manière générale. C'est-à-dire, si vous allez dans la musique comme production qui doit donner des moyens, chez nous, on ne l'a pas encore défini. Parce que le définir, c'est, vous avez vu à l'époque, quand on devait parler de ciné-rack, mais ciné-rack, c'était quoi? C'était l'infrastructure. Tout ce cinéma-là, tous ces grands bâtiments qu'on avait construits, c'était pour que les films soient suivis. Et les films sont faits par qui? Par les acteurs. Vous voyez, pour un problème de film, dans le monde entier, on a eu des salles de cinéma. Les théâtres, qui doivent produire financièrement, qui doivent créer de la richesse. Vous avez vu dans le monde entier qu'on a créé des grandes salles de production de théâtre. Est-ce que vous-même, en tant qu'opérateur culturel, vous ne vous reprochez peut-être pas de quelque chose? Est-ce que vous n'avez pas suffisamment joué votre rôle comme il se devait? Non, c'est la position... En menant des plaidoyers en faveur des culturels. C'est ce qu'on doit faire. Nous, on a aidé l'État à amener la culture là où nous sommes au jour d'aujourd'hui. Pour que les jeunes gens se retrouvent. Parce que, n'oubliez pas... À travers la production, notamment. Prenez le cas de la musique. Qui a fait mieux que le père Bifalo? C'est de là où ça commence. Quelle est cette société musicale qui existe ici au Congo? Avec identification nationale, avec ceci, avec cela. Tout le monde est un peu dans des ONG. Et même des gens qui s'explosent sans identité statutaire. Vous allez demander, vous êtes un orchestre, oui, donnez-moi les documents de votre orchestre. Qu'est-ce que vous produisez? Ce qui fait que le matin, un musicien se réveille, il part dans un autre groupe, je ne parle que des musiciens. Les expositions qui ont de la valeur à l'étranger, même tous les musiciens qui jouent à l'étranger, qu'est-ce que ça ramène comme recette au Congo? Allez voir dans les tableaux de production financière, c'est ce que je dis. Vous n'allez pas voir, mais nous faisons des grands concerts en dehors. Maintenant, il faut un tableau, un engagement qui oriente la chose culturelle vers une production de richesses. Et en cela, la réglementation ou la loi doit définir tous ces aspects des choses-là. Et quand ça définit ces choses, maintenant l'acteur a un camp de, comment on dit, de managers ou d'entrepreneurs dans le domaine et que les artistes, leur production culturelle a une valeur d'un produit, l'art. Est-ce que vous pouvez nous énumérer les différents défis qu'il y a à relever dans le secteur culturel en République démocratique du Congo? Parce que lorsqu'on parle de la culture, c'est pas que la musique. Hein. En RDC, c'est la musique en fait qui a un peu du succès. Mais c'est tout un ensemble de choses. Il y a l'art dramatique. Je devais en arriver. Vous avez la peinture, vous avez la sculpture, vous avez la littérature. Mais pouvez-vous nous énumérer les différents défis à relever pour booster le secteur? Je parlais du théâtre tout à l'heure en vous parlant des infrastructures. Hein. Oui. C'était pour montrer le théâtre, guitare, tout ça, c'est foutu. Ou le film, et ainsi de suite. Et même la production musicale en question, les studios. Quand je dis ça, c'est d'abord la vision de l'État. Quelle est la vision
de l'homme politique imprégné pour la charge de l'État en ce qui concerne la chose culturelle. C'est par là que ça commence. Je vous ai parlé de Père Buffalo. Ça, c'est l'histoire qui encadre à côté de l'église, à côté de ceci, où on rassemblait des jeunes pour le contenir, de ne pas aller dans le, comment on appelle, le Kuluna. Ça, c'était pour l'encadrement. On a trouvé comme leitmotiv la chose culturelle. Mais la culture est vaste et même plus importante et riche. Les domaines de mode, on a manqué quelque chose d'avantageux pour le finance de la chose culturelle. Je prends la mode, les sapeurs. Le monde entier parle du sap, dont l'origine est congolaise. Mais sap de quoi? De la mode. On vend la mode. Et la mode qui est vendue, c'est quoi la mode? C'est le style d'habillement. Oui, et l'habillement, c'est l'agriculture, comme je l'ai dit toujours, et c'est l'élevage. Quand vous êtes dans des ceintures de chaussures, c'est l'élevage. Vous devez trouver des peaux, des griffes, de ceci, de cela, pour faire des ceintures, faire des chaussures. Mais alors, les sacs à porter, ainsi de suite. Mais si vous avez le coton, vous avez tout le reste là, ça vous amène des chemises, des pantalons, des tissus, pour faire toutes ces choses. Mais on a raté parce qu'on n'a pas l'industrie textile. On a perdu l'industrie textile au pays. Donc je comprends qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine culturel. Ça, c'est les tableaux. C'est les tableaux. Oui. Et, un tableau sombre, on va dire. Hein. C'est sombre. Quasiment. Mais maintenant, là, de l'autre côté, on a beaucoup évolué, mais qui ne désespère pas. De l'autre côté, on a beaucoup évolué parce qu'avec la création des écoles, comme l'INA, comme tout le reste, on rationalise la matière. Ce n'est plus le Père Buffalo, ce n'est plus XY qui rassemble les gens. Il ne faut pas faire plus au-delà de ça. Il faut construire des salles culturelles. Il n'y en a pas. Hein, j'ai dit, c'est déjà un début. Celles qui sont là ne sont pas en bon état. Salle Mongita, salle de zoo. C'est un début de choses pour l'État. Et les lois doivent accompagner cela pour qu'on donne de la valeur dans cette chose et savoir que ça produit de la richesse. Ce n'est pas une structure ou ce n'est pas une communauté à charge pour dire ils sont là pour consommer que l'argent de l'État. Non, ils doivent produire pour créer de la richesse et du travail là-dedans. Je vous dis, avec le numérique, voilà l'opportunité. Le numérique aujourd'hui, autant que ça donnait l'opportunité pour la télévision, ça devait donner l'opportunité aussi pour la vente de la chose culturelle. Je reviens dans la musique. Et l'évolution de notre musique qui a été reconnue, le style de musique, le rythme, la danse, dans la rumba, qui a maintenant une valeur patrimoine universel de l'UNESCO. Voilà. Mais maintenant, il faut créer de l'économie autour de la rumba. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi revoir à la hausse le budget à allouer au secteur culturel? Parce qu'on a toujours déploré le fait qu'il est trop faible. Bon, le budget, pourquoi faire? Le budget, c'est un engagement d'un programme qui doit équivaloir aux moyens dont l'équilibre... Pour relever les défis du secteur. Alors, mais ces défis-là, il faut que ce soit la volonté du pouvoir de faire sur un plan bien déterminé, dans l'infrastructure, dans le programme même à faire pour des spectacles, dans le suivi de ces mouvements. Parce qu'aujourd'hui, tous les spectacles qui se passent en Europe, à l'étranger, c'est fait à compte privé. Alors, mais maintenant, moi, je pense que l'État doit refaire cela. Nous avons le fonds de promotion culturelle pour ne revenir qu'à ce domaine. Dirigé par Barbara Kanam. Qui doit avoir des représentations dans tous ces toutes les provinces, capitales du monde pour voir comment se comporte notre culture, parce qu'on dit que c'est pour la promotion de la culture. Donc c'est très important la culture d'une manière générale. Même alors l'écriture, les gens qui font des livres, il faut que cette chaîne-là, jusque de production d'un livre jusqu'à la vente, il faut que ça soit bien énuméré. Et les droits d'auteur. Les droits d'auteur doivent sanctionner des collectes correctes avec le numérique. Tout ce qui se joue partout en public doit générer des recettes dont le droit d'auteur, la propriété doit en avoir. Mais au préalable, il faut que ces gens-là se déclarent, se certifient au niveau de maisons de leurs disques et les maisons de disques qui doivent venir déposer leurs désiratra. Alors, l'émission touche à sa fin, Dédé Moumpassa, mais j'aimerais qu'avant que nous puissions terminer, que vous puissiez répondre à cette question. Comment peut-on mieux vendre au jour d'aujourd'hui la culture congolaise à l'extérieur? C'est vrai qu'il y a déjà des artistes
qui les font assez bien, très bien d'ailleurs, à l'instar de Fally Ipupa. Mais vous pensez qu'il faudrait encore... Qu'est-ce qu'il faut encore pour que notre culture soit mieux vendue à l'extérieur? J'ai glissé quelque chose ici. Il faut que au niveau de nos ambassades, que l'aspect culturel soit représenté et en termes de promotion et l'encadrement de nos artistes quand ils arrivent pour permettre à ce qu'ils soient sécurisés d'abord, oui, et ensuite que la production se fasse dans le Nord pour que les dividendes, oui, de cette production-là et tout ce qui est fait nous retournent au pays en termes de fiscalité. Il faut que la culture participe dans la fiscalité, c'est-à-dire dans l'assiette dont vous cherchez le budget de l'État, qu'on voit aussi la part, l'apport, oui, qu'est-ce que ça ramène au pays. En attendant, l'objectif principal, c'est aussi, comme tout Congolais dans tout ce que vous faites, aujourd'hui, oui, Télé 50 est une fierté de la télévision en RDC, oui, autant que chaque musicien, quand il sort du pays, c'est le drapeau qui doit être honoré. Donc, l'aspect identitaire doit demeurer. Autant que les gens qui continuent à faire des expositions, les tableaux peindre, les tableaux de la peinture de RDC avec Fleuve Congo, avec la forêt, avec tout ce que nous avons, des savants, des éléphants, dans les tableaux. Aujourd'hui, tous les tableaux chez des maisons ici, c'est chinois. Mais regarde, nous pouvons faire l'inverse. Parce qu'à Dubaï, ils n'ont pas la forêt équatoriale. Tout le monde veut voir à quoi ça ressemble. Mais alors, artistiquement, ces tableaux peuvent être repeints dans des tableaux à mettre, à embellir des maisons. Et c'est des milliers d'argent. Parce que dis-moi, combien de containers qui peuvent sortir des tableaux peints à partir du Congo. Mais là, il faut une usine. Parce qu'en un exemplaire, il faut sortir des milliers avec signature. Et ça va ramener des devises au pays. Honorable Dédé Mopassa, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci également de votre brillante intervention. Je rappelle que je vous ai reçu surtout en qualité d'opérateur culturel en République démocratique du Congo. Avec vous, nous avons donc parlé de comment booster le secteur culturel en RDC. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50.